merci beaucoup, merci aux organisateurs de m'avoir invité à être là et à partager ces moments avec vous. Donc, je trouve que les vidéos sont vraiment assez intéressantes parce que moi, je vais parler des jeux vidéo. Et en fait, la première chose peut-être à dire, c'est que je vais parler de la partie problématique des jeux vidéo. Je vais me focaliser sur les jeux vidéo. Mais on a vu ce matin qu'il y avait énormément de points positifs à jouer. Et donc, je ne suis pas là pour diaboliser les jeux vidéo. Je suis là pour dire qu'il y a une petite partie des personnes qui jouent qui vont avoir un problème, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, tout ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est, voilà, ça fait allusion à ces personnes-là qui ont du mal à consulter. On a entre 5 et 10% des personnes qui ont des addictions qui concernent Internet et les jeux vidéo qui consultent. Donc, parmi ceux qui ont des problèmes, donc on a vraiment très peu de personnes qui consultent. Et après, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il y a plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Ceux qui ont besoin simplement d'une orientation, d'une médiation, et ceux qui ont besoin d'une prise en charge un peu plus urgente, en fait, peut-être sur le plan hospitalier. Donc moi, ma consultation est à l'hôpital, et moi, les personnes que je vois, ce sont des personnes qui sont déjà assez je vais simplement, je vais sauter certaines des diapos, mais simplement pour vous dire que quand on parle de dépendance aux jeux vidéo, c'est déjà un focus sur quelque chose dont on a vu ce matin, beaucoup plus large, parce qu'on a l'utilisation d'Internet, mais à l'intérieur d'Internet, on peut aussi l'utiliser pour jouer, mais aussi pour acheter, on peut avoir un comportement d'achat impulsif, pour jouer aux jeux des hasards et d'argent, et là on a un autre type de problématique. Et donc, quand on parle des jeux vidéo, on est parti d'une petite partie déjà de l'utilisation des écrans. Et sachant que la plupart en fait, des personnes qui jouent, et que pour la plupart, en fait, c'est une expérience partagée, c'est une expérience qui est partagée avec les parents. On voit aussi qu'entre 10 et 14 ans ou entre 15 et 18 ans, on a pratiquement tout le monde qui va jouer. Donc là, c'est sur un échantillon en fait, des 1000 personnes, mais c'est vrai que c'est un loisir, c'est plus qu'un loisir, mais c'est assez commun. Et après, si on fait des enquêtes auprès des parents, on peut se dire... Vous allez avoir les diaporamas après. Vous allez avoir les diaporamas, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment des chiffres. Et tout ça vraiment, c'est des enquêtes de 2015. En fait, les propos, en fait, c'était pour vous dire que la plupart des parents considèrent qu'ils sont attentifs à ce qu'ils font avec leurs enfants. Donc, il faut aussi tenir compte, on l'a vu ce matin, de la perception que les parents ils ont du travail qu'ils font. Et en fait, pour la majorité, ils pensent qu'ils accompagnent les enfants, qu'ils disent que les enfants vont nous demander la permission quand ils achètent un jeu vidéo. Un parent sur deux va mettre en place les contrôles parentaux. Et 80% des parents disent, c'est toujours sur un échantillon, disent qu'ils contrôlent le temps que les enfants passent à jouer aux jeux vidéo. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a des problèmes, mais après il faut voir quelle est la perspective. Probablement aussi que ces problèmes-là se concentrent sur n'importe quelle famille. Ça vient d'être dit, on a un problème déjà quand on parle d'usage problématique des jeux vidéo, on a déjà un problème sur est-ce qu'on les considère comme une addiction ou pas. Alors, normalement, on n'a pas les critères sur le plan international de considérer que les jeux vidéo font partie des addictions. Il y a les jeux des hasards et d'argent qui sont passés dans les domaines des addictions sans souffrance, mais il est probable que l'organisation du DSM, un manuel diagnostic des troubles mentaux, ça apparaisse. Alors, le DSM est un système de classification qui présente énormément de limites. Et moi, je vais parler aussi de ces limites-là, des données des diagnostics. Ça peut être intéressant pour les repérages des problèmes, mais ce n'est pas très intéressant pour la clinique. Donc, en clinique, nous avons beaucoup plus besoin de connaître quels sont les processus de fonctionnement, comment ces personnes pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont les attentes, quelles sont les motivations, au lieu de savoir si oui ou non on a un problème. D'accord ? Et le fait de savoir si oui ou non on a un problème nous aide à comprendre ce qui arrive. Alors, j'ai mis simplement ça, donc il n'y a absolument pas à copier, juste pour vous montrer, quand on met le mot addiction comportementale sur des bases de données des troubles psychiatriques, vous avez en 90 moins de 300, et en 2013, vous avez plus de 2500. Donc, vous avez une espèce d'explosion du
va passer à jouer, ça a été dit tout à l'heure, une variable très importante, mais elle n'est pas la plus importante. C'est-à-dire que parfois, on me demande, mais à partir de quel moment une personne, on peut dire qu'il a un problème de jeux vidéo? Ce n'est pas une question de temps, c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'elle va laisser de côté pour pouvoir jouer. Est-ce que ça va être les amis? Est-ce que ça va être la famille? Est-ce que ça va être le sommeil? Est-ce que ça va être l'école? Et c'est là qui va me donner une notion de l'importance. Donc, quelle est la relation avec les autres? Parce que la seule façon qu'il a d'interagir avec les autres, c'est à travers les jeux vidéo. Et là, j'ai une information. Est-ce que je ne peux pas changer? Est-ce que je ne peux pas réduire? Est-ce que je ne peux pas arrêter le temps que je passe à jouer aux jeux vidéo? Ça, c'est beaucoup plus informatif que d'autres questions. Et surtout, quand ça devient pour moi les plus importantes. Je me lève le matin et je vais jouer parce que je ne sais pas ce qui s'est passé depuis que je me suis déconnectée hier soir. Ou, voilà, c'est le plus important dans ma vie. Et il y a énormément de choses qui ont été déjà dites ce matin. Il y a la notion, est-ce que je fais ça pour échapper à autre chose, pour échapper à une réalité qui est douloureuse, qui ne me convient pas, qui m'ennuie. Et si je fais ça pour cela, probablement je suis plus dans un contexte problématique. Donc la majorité des joueurs n'ont pas des problèmes, et les jeux ont énormément d'aspects positifs, mais les minorités, il y a des problèmes. Alors, c'est vrai que ce matin, on a eu une approche qui est complètement complémentaire du mien, qui est l'approche plutôt psychodynamique. Moi, j'ai une approche qui est cognitive-comportementale, donc je vais travailler à un vrai lien, ce qui est affect et émotion, à tout ce qui est cognition et à tout ce qui est comportement. C'est ma façon de travailler, mais qui se complète avec d'autres approches, comme l'approche systémique, dont on a peut-être un peu parlé moi, et on sait que les approches familiales sont les plus efficaces pour les jeunes, en tout cas jusqu'à 15 ans. À partir des 15 ans, on a d'autres approches qui sont plus efficaces, mais la famille, il faut l'inclure dans toutes les prises en charge. Les personnes qui ont des problèmes de dépendance à Internet vont avoir des questions, des pensées qui vont être négatives en fait. Parfois, je ne suis personne si je ne passe pas par l'écran. J'ai trop honte de moi de devoir passer par l'écran pour donner une bonne image de moi. Ou sur les autres aussi, c'est qu'avec Internet que je me sens bien, c'est qu'en jouant que je me sens bien. Donc, cette façon de penser, en fait, c'est comme des lunettes qu'une personne pourrait avoir et qui nous font voir le monde d'une autre façon. C'est important de les connaître pour pouvoir l'aider. Alors, je rentre dans quelque chose qui peut-être ne plaira pas à tout le monde. Alors, je pars du principe que l'évaluation est nécessaire. Déjà, ça a été dit, c'est extrêmement important, on n'a pas d'études épidémiologiques en France sur l'usage problématique de jeux vidéo. Il y a des enquêtes, il y a l'enquête Escapade, mais qui est faite à l'âge de 17 ans, et sur cela, on a des données de 2011, mais que sur les MMR que j'ai. Donc, on est quand même très limité par rapport à des données épidémiologiques. Les outils existent, et ça a été dit. Ces outils-là qui existent, que je vous ai mis quelques-uns, vous allez les avoir en diapo, ce n'est pas des outils qui sont utilisés partout, et ce qui nous fait avoir des fréquences qui vont parfois de 3% à 20%. Quand on a des écarts aussi importants, c'est qu'on n'a pas utilisé les mêmes outils, c'est qu'on n'a pas fait ces évaluations-là sur les mêmes populations. Donc, il y a des évaluations, je vous ai mis une là, et en plus vous l'aurez dans la diapo. C'est celle qui est préconisée par l'INSERM en fait. C'est une façon de poser des questions et à un moment donné, savoir si la personne dépasse un certain nombre de oui, on va se dire que quelqu'un a un usage problématique. Alors, tous ces questionnaires-là, ce sont des questionnaires de dépistage, d'accord? On est bien d'accord qu'on ne peut pas donner un critère, on ne peut pas porter un diagnostic vis-à-vis de quelqu'un simplement parce qu'on passe un questionnaire ou 3 ou 10 questionnaires, il faut le voir. Donc un questionnaire va nous permettre un peu de faire un état des lieux, de savoir s'il faut aller plus loin ou pas. Mais ces questionnaires-là sont importants sur le plan épidémiologique et sur le plan aussi clinico-épidémiologique, parce que finalement, ces jeunes-là consultent dans certains lieux pour des problèmes d'alcool, des tabac ou des cannabis. Et parfois, ces questions-là ne sont pas posées. Donc on ne sait pas quel est l'état réel de cette problématique avec cette population. Donc, je ne dis pas que ces questionnaires sont la panacée, je dis simplement qu'ils sont nécessaires. Et franchement, il y a des études en fait qui prouvent, ça a été une étude qui a été faite sur l'utilisation problématique d'Internet. Sur 7 pays en Europe, on a 1% des personnes qui auraient une addiction à Internet et 12% qui auraient un comportement à risque. Sur ces 7 pays, il n'y avait pas la France. Cette étude est en train de se refaire à nouveau et la France fait partie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on s'est positionné
est la prévalence, mais aussi quelles sont les prises en charge. Et alors, autre chose aussi, notre problème, en fait, quand on est hospitalier, je n'ai pas des pratiques en libéral, je ne travaille pas à l'hôpital, c'est pourquoi les jeunes ne les consultent pas. Pourquoi, quand il y a un problème, ces jeunes-là ne viennent pas nous voir. En fait, déjà, parce que la plupart des programmes ne sont pas forcément adaptés à des ados, ils sont surtout adaptés à des adultes. Parce que si un jeune va les consulter, il est stigmatisé. Après, parce qu'il ne considère pas cela comme un problème, et donc c'est quand même le motif principal. Et surtout parce qu'ils se disent qu'il faudra peut-être qu'on voit autre chose. Moi, je joue, mais je suis trop timide, je suis triste, ou parfois j'ai simplement voilà, je ne me sens pas bien. Ils ont aussi la notion de désirabilité sociale, c'est-à-dire que je vais dire que je me sens bien quand après je ne me sens pas aussi bien que ça, et en plus je n'ai pas forcément envie d'échanger si tous mes camarades, si tous mes pairs et ailleurs sont comme ça. Pourquoi j'aurais envie d'échanger? Et il y a aussi des notions qui sont plutôt psychométriques, est-ce qu'on comprend bien les items, est-ce que c'est... Et il y a aussi, et ça c'est Marc Griffiths qui est quand même une personne qui travaille beaucoup sur ces problèmes-là, les professionnels qui parfois peuvent avoir tendance à exagérer un problème qui existe, c'est bien, mais qui n'est peut-être pas aussi important. Parce que dans l'adolescence, on va avoir des changements qui sont rapides, on va avoir beaucoup de rémissions spontanées. Moi j'avais il y a 2 semaines un jeune qui avait joué de façon problématique pendant tout l'été, mais arrivé les mois de septembre, il avait consulté, arrivé les mois de septembre, il avait réussi à cadrer son comportement des jeux. Et après, on a aussi une notion, et ça a été dit ce matin, on est dans une société qui est en évolution et on a une révolution numérique et il faut qu'on s'adapte. Et ces jeunes-là sont en train de s'adapter comme nous, on s'adapte aussi. Alors, on a des facteurs de risque, des facteurs de protection. Finalement, ces facteurs de risque et de protection sont les mêmes que ceux qu'on a pour d'autres types d'addictions. Quand on a de l'anxiété, quand on a de la recherche des sensations, quand on a des problèmes à l'école, quand on a des modèles parentaux ou des proches, quand on est un garçon, on a plus de risques, mais on a tous ces problèmes, tous ces facteurs de protection. On a vu la dynamique familiale, la relation avec quelqu'un qui est proche, qui soit un peu un menteur, les sentiments d'appartenance à l'école. Si je me sens rejetée par l'école, je vais probablement là être une proie facile pour tomber dans ce type de problématiques, les motivations, et après tout ce qui est capacité d'adaptation. Mais on va les voir parce que je filme par une positive plutôt. À quoi c'est corrélé? C'est tout ça problématique de jeux vidéo. En général, à des traits d'irritabilité, d'agressivité. Au TDAH, le TDAH est un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui a un début pendant l'enfance. Et c'est un trouble qui va faire que certains enfants vont trouver dans les jeux vidéo une façon de s'exciter, d'être vraiment pris par quelque chose qui est plus fort que eux. Et donc, en fait, c'est un facteur de vulnérabilité. L'anxiété sociale, la timidité, des enfants qui sont très introvertis et une faible estime de soi. Et en fait, on va retrouver ça pratiquement dans toute la littérature. Donc là, c'est un peu tout ce qui concerne. Il y a des facteurs de risque, que ce soit sur le plan et des conséquences. Sur le plan de la santé, on a des croyances particulières, on a aussi les motivations. Alors il y a une question essentielle, c'est pourquoi cette personne, elle joue, quel est le sens qu'elle donne à son jeu. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait dans sa vie s'il n'y avait pas cette partie-là des jeux. Et on voit quand même que ça correspond aussi aux autres addictions. Vous allez avoir la diapositive, finalement c'est beaucoup pour s'exciter, pour s'amuser, pour se socialiser. C'est une nouvelle forme aussi de socialisation. Et souvent, c'est une socialisation qui va du jeu vidéo à la vie réelle. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils se rencontrent dans les jeux vidéo qui après vont se rencontrer dans la vie réelle. Alors, je ne sais pas si je vous parle de ça. On a fait quelques études, en fait, en région parisienne, en Bourgogne et dans les sud-est. Et on avait trouvé quand même une proportion des personnes qui jouaient aux jeux vidéo de façon problématique était proche de 10%, avec une variable qui ressortait souvent, qui était la dépression. Ce qu'on retrouve derrière souvent, c'est la dépression, et aussi lié, c'est l'incapacité, le fait de ne pas se croire capable d'arrêter. C'est-à-dire qu'on revient à la même chose. Une personne qui a un problème, qui joue beaucoup, et qui croit qu'elle n'est pas capable de s'arrêter, elle ne va même pas essayer de réduire. Donc, ces sentiments d'efficacité personnelle, c'est ce qu'il va falloir travailler avec la personne pour qu'elle puisse essayer tout simplement de consulter, qu'elle aille voir
Si un jour vous avez arrêté de fumer, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez cru que vous pourriez arrêter. Si vous ne croyez pas que vous pouvez arriver, vous n'essayez même pas. Et bien pour les jeunes, c'est un peu le même problème. Quand on parle des jeux vidéo, c'est vrai que c'est un peu difficile de ne pas évoquer les réseaux sociaux, surtout parce que ce soit les réseaux sociaux, vous pouvez jouer aux jeux vidéo à travers les réseaux sociaux, comme vous pouvez jouer aussi aux jeux de hasard et d'argent à travers aussi les jeux vidéo. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui s'articulent. Déjà dans les réseaux sociaux, on a une exposition des soirs. L'organisation des relations interpersonnelles n'est pas la même, ça a été dit ce matin. On n'a pas tout ce qui est communication non verbale. La communication non verbale est plus de 70% de l'importance en fait de la communication. Donc quand on n'a pas ça, on n'a pas tous les sens de ce qu'on peut dire. Et après, on a qu'est-ce qui se passe avec toute cette information-là qu'on est en train de collecter sur nous, en fait, sur notre information personnelle. Donc on a besoin, et ça on a aussi beaucoup de littérature, et c'est ça qui est incroyable. On a beaucoup de littérature, et en fait, on n'a pas d'études épidémiologiques en France sur tout ce qui est jeux vidéo, mais non plus sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un décalage, finalement, parce qu'on a beaucoup d'études, et on n'a pas des données ici. Donc, on considère que ici, ça doit se passer comme ailleurs, mais on ne sait pas si c'est pareil. Et ça, c'est aussi une limite. C'est-à-dire qu'on va prendre les études sur ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, comme si c'était exactement pareil ici, mais on ne sait pas. Donc, on sait, et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que normalement, c'est lié à la dépression, à l'anxiété, qu'on va avoir des problèmes scolaires. En fait, en général, les problèmes scolaires sont corrélés à une moyenne plus faible. Il n'y a pas des matières qui sont plus atteintes que d'autres, c'est en général une moyenne générale plus faible. Et après, quand on parle aussi des jeux vidéo, on a parlé des réseaux sociaux, mais on voit aussi ce qui se développe autour du téléphone portable, en fait, une dépendance précise et concrète au téléphone portable avec des mécanismes qui seraient différents. Donc là, c'est les réseaux sociaux. Il y a des échelles qui existent, c'est ça un peu le drame, il y a beaucoup d'échelles qui existent, qui évaluent tous ces types de comportements. Donc, il y a des échelles qui existent, validées en français. Les Suisses et les Belges sont très en avance par rapport à tout ce qui est validation de ce type d'échelle. Et il y a des échelles qui existent qui peuvent nous donner, voilà, toujours dans un premier temps, quand on voit un jeune, quand on fait l'entretien, quand on lui donne quelques échelles, on peut déjà avoir une idée de la façon qu'il a d'avoir une relation avec son téléphone portable. Ceci dit, si on parle de téléphone portable, si je demande à la salle combien de personnes seraient prêtes à faire une expérience de passer une semaine sans téléphone portable, il est probable que peu de personnes seraient d'accord pour faire une expérience de ce type-là. Donc, c'est vrai qu'on est en train de se focaliser et de parler plus des jeunes, mais en fait, ça nous touche nous tous. Il y a aussi une autre façon de faire du sport aussi, c'est-à-dire que les jeux, un certain nombre de jeux vidéo, on va parler d'eux comme des sports électroniques. Donc on est en train d'échanger complètement la vision qu'on peut avoir du jeu, en fait. Et des personnes qui vont être aussi, on est en train de parler des personnes qui sont des joueurs problématiques, à risque, mais il y a aussi des personnes qui vont être professionnels du jeu dans certains pays. Et ce que certains jeunes nous disent, c'est que ce qu'ils veulent, c'est faire de leur vie d'être des professionnels du jeu, en fait, ce qu'ils souhaitent faire. Alors, quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Je pense que c'est surtout ça, en fait, parce que si on restait qu'à des problèmes, on serait quand même assez mal. Alors, parmi les problèmes, parmi les pistes, vous avez déjà une expertise INSERM qui est sortie en 2014 et pour laquelle, au moins, on a quand même l'inclusion de jeux de hasard et d'argent et de jeux vidéo et Internet dans cette expertise. Ça n'a pas été simple et c'est toujours considéré comme un moindre mal par rapport au tabac, alcool et cannabis, ce que je ne discute pas. Les dégâts ne sont pas du tout les mêmes, mais il faut quand même s'intéresser à ces comportements pour avoir une idée de ce qui se passe réellement. Sur Internet gratuitement, vous pouvez constater aussi les études de prévalence et vous savez qu'il y a énormément de programmes d'intervention qui sont évoqués. Donc voilà, il y a des pistes qui existent. Alors quelque chose qu'on fait avec les adolescents,
c'est les entretiens motivationnels. C'est quand même la technique principale parce que les jeunes sont très ambivalents et parce que la première chose à faire, c'est d'augmenter la motivation vers un changement. Ces changements sera toujours une réduction minime, ça ne sera pas un arrêt total, on n'est pas dans ces mondes-là, on sera dans une réduction, parfois dans un changement d'éthique des jeux, mais c'est vraiment l'outil principal, ce qui se fait dans la plupart des consultations. On va travailler sur les avantages et les inconvénients de continuer ces comportements en consacrant autant de temps et autant d'énergie et en réduisant un peu ce qu'on appelle la balance décisionnelle, les avantages, les inconvénients. Et après, on va l'aider à la prise de conscience du problème, s'il y a un problème, parce que nous avons aussi, et peut-être que vous les avez aussi, des personnes qui viennent avec des ados qui nous disent qu'il est complètement accro, ça ne va pas du tout, il est terrible. Et en fait, quand on voit les gamins, moi je vois des ados de 15 ans et 3 mois, je ne peux pas les voir plus tôt, parce que c'est un service de psychiatrie adulte. Et après, quand on voit les gamins, quand on évalue, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème, et que le problème vient plus tôt de la part des parents. Donc on a des parents pour lesquels les enfants, les ados n'ont pas les problèmes, mais il faut les amener en consultation, et des tas d'enfants qui ont des problèmes, et d'ados, mais qui ne sont jamais en consultation. Donc c'est aussi tous les paradoxes. À partir du moment où on n'a pas un consensus sur à partir de quand il y a un problème, il y a tous les éventails possibles. Et après, aboutir à un objectif qui ne soit pas l'objectif forcément du thérapeute, surtout pas, et pas non plus du parent, et que ça se passe avec l'ado, que ça se passe avec lui. C'est son objectif à lui. Alors, je vous ai mis ça pour faire peur. C'est gagné, c'est gagné. Il y a des programmes qui existent. Cognitivo-comportemental sur la dépendance à Internet et la dépendance aux jeux vidéo existent, ils sont très développés en Australie, aux États-Unis et au Canada. Surtout au Canada, on a pas mal d'exemples. Personnellement, je ne peux pas mettre en place un programme de ce type dans les structures où je suis. Et donc, je pense que le plus important pour nous, c'est de prendre ce qui est valable et de pouvoir l'adapter. Mais il faut être dans une position d'adaptation des programmes sur le marché pour pouvoir les appliquer chez nous. Il y a des programmes aux États-Unis qui sont magnifiques, mais avec un suivi de 12 mois. 12 mois, une fois par semaine. Si vous arrivez à faire ça, chapeau. Moi, j'arrive pas. Donc, j'ai d'autres limites. Donc, il faut quand même probablement comprendre ce qui est bon dans certains programmes et qu'on applique, mais pas qu'on les applique comme ça, exactement copier-coller. Et ça, on a un travail à faire. Hein. Je voudrais dire un mot sur ce qui m'intéresse beaucoup actuellement sur les TCC, qui est tout le travail qui concerne la méditation et l'acceptation. C'est-à-dire travailler sur la gestion émotionnelle, parce que quand on travaille sur la relaxation, sur la méditation, on est en train de travailler sur la gestion émotionnelle. Et on sait qu'il y a deux volets très importants à travailler avec ces jeunes-là. La gestion de l'impulsivité est souvent très présente, la gestion des émotions négatives, de la nuit, de la tristesse, de l'agressivité, de la colère, de l'irritabilité, et il y a aussi tout ce qui est du fait que ce que je ne peux pas changer, je dois à un moment donné pouvoir le digérer, l'accepter. Donc l'acceptation des émotions, la gestion des émotions. Et tout ça, il y a des programmes qui existent. Il y a beaucoup de littérature sur les adultes qui commencent à avoir des littératures avec les ados et avec les enfants. Ça pourrait être même des techniques qu'on met en place dans les écoles primaires et dans les collèges et dans les lycées, avec des moments de méditation, des techniques méditatives, des respirations très courtes, très brèves, qui sont très efficaces. Déjà, non simplement pour la gestion des conflits, pour la facilitation de l'acquisition des connaissances, mais il faut être capable de se dire à un moment donné, pas je vais perdre 10 minutes de mon cours, je vais gagner 10 minutes dans mon cours. Parce que si je consacre 10 minutes à la relaxation et à la méditation, je vais gagner du temps après. Alors je sais quand vous vous approchez, c'est flèche. Alors, donc, simplement aller vers ce qui est efficace, l'affirmation de soi, travailler sur les habilités sociales, la gestion du stress, donc apprendre à ces jeunes-là à gérer les émotions négatives et les techniques de résolution des problèmes, déjà, qui semblent très simples, mais quand on a un problème, à poser les problèmes, à voir quelles sont les différentes solutions possibles, à évaluer les conséquences, et travailler sur la procrastination, c'est-à-dire l'effet de laisser les choses pour le lendemain. On sait qu'après, les effets d'anxiété et de dépression vont être très élevés et qu'ils vont être submergés par des émotions négatives.
de ces jeunes, pas simplement les évaluer à un moment T. Il faut voir qu'est-ce qui s'avait bien avec les temps, parce que parfois ça évolue de façon positive, ça me faut d'intervention. Il faut des outils d'évaluation quantitatifs, mais aussi qualitatifs, mais aussi en immersion. On va participer à une étude avec les collègues des États-Unis où on va rentrer dans les jeux et on va questionner les joueurs. C'est extrêmement important. Il faut des études en population générale, mais il faut des études en population clinique. C'est-à-dire qu'il y a une minorité de personnes qui consultent, mais ces personnes-là, il faut quand même qu'on les connaisse bien et il faut voir l'efficacité des programmes. Et après, par rapport à la prévention, adapter les messages, la partie d'intégration des familles et surtout aller pas autant à traiter les symptômes, aller vers développer les bien-être, les émotions positives, aller du côté de la psychologie positive, en développant tout ce qui est activisme, bonheur, pardon, etc. Et l'activité physique est extrêmement importante pour que les jeux soient un plaisir. Voilà. L'équipe de recherche, je ne suis pas toute seule et à ce moment, il y a beaucoup plus de monde. Merci. Merci Lucia. Finir notre intervention sur le plaisir, apprendre ensemble, vivre ensemble, apprendre par plaisir. C'est ça aussi le numérique. En tout cas, notre intervention montre bien la complexité de l'accompagnement des jeunes en rapport avec les jeux numériques. Ne pas sous-estimer, ne pas sous-estimer, prendre en compte que le jeu est même révélateur de l'évolution de notre société, qu'il y a des adultes qui jouent et qu'on peut aussi jouer à fond. Donc, on parlait des games, je me tourne vers la salle pour voir qu'il y a des questions, des réactions, des témoignages. Peut-être que parmi nous il y a des peurs, peut-être que parmi nous il y a des parents qui ont peur, ou pas. Donc, Michel et moi, on prend les micros pour discuter les présenter. Véronique Latte, Alliance sociale. Oui. Juste une interrogation. On a mis en avant d'autres reprises le fait des garçons. Est-ce qu'il y a un comportement, une approche justement des garçons filles par rapport aux jeux, aux réseaux sociaux? Alors, moi j'ai. Les garçons vont jouer plus aux jeux vidéo et les filles vont plus être attirées par les réseaux sociaux. Donc là, on sait que c'est un constat. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que quand on parle d'enfants, on a beaucoup plus, les garçons présentent plus de psychopathologies que les filles. Et après, les pauvres, à l'âge adulte, vont s'inverser. On va avoir plus de femmes en fait, qui vont avoir une psychopathologie que des hommes. Je pense que l'approche est la même. C'est-à-dire que tout ce qui est apprentissage des habilités sociales doit être le même pour les garçons et pour les filles. Je ne pense pas qu'il faut des spécificités pour les garçons et pour les filles. Je pense qu'il faut surtout qu'on parle avec eux, qu'on leur pose des questions au lieu de simplement les critiquer, ce qui est quand même souvent ce qui se passe. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « je ne fais que jouer ». Quand je demande aux parents « mais ils jouent à quoi ?» Ah ben je ne sais pas. Donc en fait, c'est même pas à quel jeu, on n'a pas parlé avec ces personnes-là. À mon avis, non. C'est vraiment les mêmes types de techniques, des compétences sociales, des fonds d'estime, des soi, des confiance en soi. Merci. Il y a d'autres questions là, monsieur, vous pouvez vous présenter. Je vais réintervenir en témoin. Ce matin, on a parlé d'un décalage qu'il pouvait y avoir entre les pratiques sociales des adolescents et des enfants et ce que l'institution, notamment scolaire, parfois développait comme usage du numérique. Et finalement, l'image de ce décalage, formation, apprentissage, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui peut engendrer l'inverse d'un bien-être, d'une tension, la nécessité de procrastiner? Pourquoi certains enfants développent de la temporisation dans la réalisation de tâches scolaires? Parce qu'elles sont à distance de ce qu'ils peuvent appréhender. Si on rajoute sur cela l'appréhension des dispositifs numériques qui sont complexes, qui sont ceux de quadrats, de quinquagénaires, qui ont développé une certaine pratique de la société, on surajoute à la difficulté scolaire la difficulté d'appréhender les dispositifs numériques, etc., etc. Et donc on a un cercle vicieux. Et la difficulté de développer des pseudo-jeux
amène l'enfant à se sentir bien dans une activité éducative, on a beaucoup de difficultés justement à développer des vrais jeux, des choses de plaisir. On va appeler ça un serious game, mais ça va être d'abord un serious. Ah oui, elle veut que je joue la maîtresse, bon ben je vais jouer. Donc là, il y a une difficulté d'aller vers ce fameux bien-être. Quand on rajoute à la difficulté scolaire, à la difficulté d'appréhender de rentrer dans la société, dans la vie, le passage par un dispositif numérique sur lequel il faudrait être formé, alors qu'on sait que dans la vraie vie, il n'y a aucun d'entre nous qui a été formé à l'iPhone ou au dernier Samsung. Merci. En fait, je pense que vous avez la question et une partie de la réponse. Après, une grande partie de la réponse, ça a été dit déjà ce matin et vous l'écrivez bien. Je pense qu'effectivement, il y a tout un travail à faire au niveau de l'éducation nationale et comment tout cela est porté. Je pense aussi qu'il y a différents niveaux d'identification de qui doit faire quoi à quel moment. C'est-à-dire qu'il y aura des enfants et des ados qui vont arriver malgré les décalages tout seuls, d'autres qui vont avoir besoin peut-être des interventions au niveau des associations, des médiations à gérer, et il y aura une petite minorité qui aura d'autres problèmes, probablement une psychopathologie un peu plus importante, qui aura besoin d'un palier supérieur, qui est un centre de consultation des jeunes consommateurs ou un hôpital ou autre. Et je pense que c'est surtout ne pas proposer la même chose à tout le monde et de voir de quoi chacun a besoin. Deux questions. Moi, ça m'a fait penser, et quand on est sur la personne âgée, de plus en plus, là, on est passé à la prochaine. Alors, en fait, je n'ai pas d'études sur les personnes âgées, mais la connaissance, c'est qu'ils commencent à avoir des programmes en fait, où ils utilisent par exemple la WeFit pour les personnes âgées, et donc en fait, d'une façon qui est beaucoup plus ludique, mais parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'avec une personne âgée, notre objectif, ça va être qu'elle se maintienne, et probablement avec les enfants et avec les ados, on a d'autres objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux, on met la barre parfois très haut, et bien, on met plus la pression. Autre question, autre réaction, oui. Vous voulez vous présenter? Je voulais savoir s'il y avait des recherches qui étaient faites sur les attentes en fonction des différents types de jeux. Oui, en fait, il y a des caractéristiques qui sont liées au jeu. Et en fait, par exemple, les garçons vont être plus attirés souvent pour les MMORPG dans un but, en fait, qui va être des jeux en ligne, massivement multijoueurs, des jeux où il y a beaucoup de personnes qui jouent en même temps sur des pays un peu différents, avec un avatar, avec un jeu de rôle, et où il y a aussi un univers persistant. Donc, du coup, les garçons sont un peu plus attirés par ce type de jeux. Et ils sont dans un but plus des défis et des compétitions. Et les filles sont beaucoup plus attirées par des jeux, comme les signes, qui sont beaucoup plus des socialisations. Donc on ne cherche pas non plus la même chose quand on joue. Et donc du coup, les types des motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui les fait aller dans tel jeu ou dans tel autre, est important. Non, c'est par rapport à quelque chose qui est assez discuté, qui est l'agressivité, parce qu'on entend beaucoup, moi je me suis beaucoup fait parfois attaquer, mais voilà, on me disait, mais interpellé beaucoup par les opérateurs en disant, mais vous ne parlez que des dépendances aux jeux vidéo, comme si c'était des accros, dès qu'il y a un massacre aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui sont très controversées sur la violence et les jeux vidéo. Et je pense qu'on restera très controversé parce que probablement c'est pas n'importe quel ado qui va aller à tel jeu vidéo, mais c'est probablement pas qu'un seul jeu vidéo qui va déterminer que quelqu'un passe à l'acte, passe quelque chose comme ça. Donc il faut aussi replacer que c'est pas parce que quelqu'un joue à un jeu qu'il va passer à l'acte. À plusieurs reprises, on a bien vu que le genre n'était pas, c'était plutôt une victime, les responsabilités sont partagées, y compris au niveau sociétal. On n'a jamais interpellé ce matin, tranquille, le joueur comme un consommateur. Et quid des effets marketing de notre société pour que des jeunes, des adultes achètent des jeux et consomment des jeux, la partie consommation, c'est-à-dire acheter, payer. En fait, par rapport au marketing, il y a des études, mais très peu sur le jeu vidéo, un peu plus sur les jeux de hasard et d'argent. Il
il y a deux choses. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même plus de 60% des jeunes qui ont acheté des jeux PEGI plus de 18 ans avant l'âge de 18 ans. Donc déjà, ça c'est clair et net, on ne les respecte pas, mais pour les réseaux sociaux aussi. On a plus de 80% qui sont déjà sur Facebook avant l'âge de 13 ans, qui est l'âge légal d'inscription sur Facebook. Donc et ça c'est une chose. Donc on commence à jouer à des jeux pour lesquels normalement, voilà, on aurait un conseil, s'il n'y a pas une interdiction, avant tel ou tel âge. Mais il y a aussi une autre question. Il y a quelques années, les opérateurs de jeux de hasard et d'argent ont eu une taxe qui a servi à l'UNPES pour pouvoir mener des programmes de prévention. Donc on a taxé les opérateurs des jeux de hasard et d'argent pour pouvoir soigner les personnes qui avaient des problèmes des jeux de hasard et d'argent, pour faire de la prévention. Peut-être que par rapport aux jeux vidéo, on pourrait envisager que les opérateurs de jeux vidéo payent aussi une taxe, peut-être moins importante parce qu'il y a moins de littérature scientifique, etc., mais qu'on s'oriente vers, qu'on paye une taxe et qu'on puisse récupérer de l'argent pour pouvoir mener des recherches et pouvoir proposer une offre de prévention des soins. Merci. Une dernière question, une dernière remarque sur cette première brique des jeux. Nos collègues vont poursuivre la réflexion sur les jeux, les avatars, donc on va voir encore d'autres éclairages, d'autres expériences. Et avant de remercier une deuxième fois notre collègue sur cette présentation tout à fait intéressante, c'est une dernière question, une dernière remarque. Oui, monsieur le joueur, peut-être. Bonjour. Oui, j'ai 25 ans. Moi, je suis étudiant en formation d'assistance sociale en 3e année. Je fais un stage à l'éducation nationale. Et alors, j'ai pratique de joueur moi-même, mais dans le cadre d'un stream professionnel, je suis amené à rencontrer des enfants qui sont en collège et lycée. Et moi, j'ai une question que je suis amené à poser de temps en temps, c'est sur les pratiques culturelles de ces enfants-là. Sur les Voilà, et des pratiques culturelles. Culturelles et ludiques. Et certains de ces enfants, effectivement, me répondent qu'ils s'adonnent à des pratiques ludiques. Et donc, souvent, l'enfant qui a l'affaire, pour aiguiller un petit peu plus mon éducation, je lui demande à quel type de jeux vidéo il joue. Et récemment, j'ai eu affaire à un enfant qui joue à des jeux vidéo type Minecraft et tout ça. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Minecraft, c'est un jeu vidéo dit créatif. Voilà, c'est un jeu vidéo qu'on appelle sandbox, c'est-à-dire qu'en gros, on a tout un univers qui est en forme de surface qui est très important et qui permet l'élaboration d'une surface de création, d'un bâtiment, d'exploitation des ressources, des restes, etc. Donc, moi, le lien, le parallèle que je fais avec les jeux vidéo, c'est la fonction cathartique du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, à travers le jeu vidéo, il y a peut-être une possibilité d'exprimer en gros un certain nombre de passions qui sont en nous, et cette possibilité-là, on peut la retrouver dans le théâtre. Car c'était la fonction qu'il y avait des Grecs avec le théâtre, et le théâtre, c'est vrai aussi avec les Américains qui d'une certaine façon, on appelle la suite de la guerre. Et je reviens aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les comportements dits agressifs et les raccourcis qui peuvent être faits entre consommation des jeux vidéo et comportement violent. Ils sont faits aussi avec la musique, avec le cinéma. On pense aussi aux événements de Columbine. Et les raccourcis avaient été faits un petit peu rapidement à une époque où on disait que les jeunes qui écoutaient la musique Marilyn Manson et qui. Voilà, j'ai entendu récemment en plus aux oreilles qu'il y a une étude de Michael Stora, peut-être que je suis assez mal peu documenté là-dessus, néanmoins qui expliquerait qu'il y aurait peut-être un certain nombre de plus-values pour l'enfant à jouer limite même à des jeux vidéo violents, dans la mesure où l'enfant exprime quelque chose, sa part de violence, il l'exprime à travers ces médias-là, et en gros, plutôt que de frapper son chien, frapper sa mère, Je suis complètement d'accord avec vous. En plus, Serge, il avait déjà parlé un peu de cela aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant les jeux vidéo, ça fait du bien, il y a beaucoup d'aspects positifs. Question. Si je demande ici dans la salle combien de personnes boivent de l'alcool, peut-être qu'il y a une majorité. Combien de personnes après ont un problème avec l'alcool? C'est une minorité. Donc, on ne peut pas interdire tout ce qui peut poser un problème à une minorité de personnes. Richard, on va rester sur cette minorité.